à tous. Merci à Sarah pour l'invitation. On a présenté un peu le programme, le projet que je porte, PCR Anthropotrace, pour production-consommation d'objets polluants, les traceurs du Paléo-Anthropocène. Moi je suis Hugo Delisle, je suis chargé de recherche au laboratoire Archéorient. Je suis géoarchéologue. Globalement, c'est les géosciences appliquées à l'archéologie. Et je travaille avec à la fois des archéologues, des géomorphologues, mais aussi des géochimistes. Alors quelques mots sur le contexte conceptuel, on va dire, du projet qui s'inscrit dans celui de l'Anthropocène. Alors l'Anthropocène, c'est quoi? C'est tout simplement une nouvelle ère pour certains, une nouvelle ère géologique dans laquelle les sociétés humaines seraient devenues les principales forces motrices des changements environnementaux et globaux. Globalement, ce sont ces différentes courbes que vous pouvez voir, à la fois différents paramètres physico-chimiques, comme le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, mais également des paramètres socio-économiques, où on voit leur évolution dans le temps, et on voit que ça commence à clignoter de manière conséquente à partir des années post-Seconde Guerre mondiale. Alors petit à petit, ce concept qui est né au début des années 2000 par le géochimiste Paul Crutzen, il s'est développé et a mis en œuvre un second concept qui est celui des grands systèmes planétaires, qui est représenté sur le graphique, où finalement les agents d'altération de ces grands systèmes proviendraient notamment de développement des villes, et qui viendrait affecter donc plusieurs paramètres, et notamment, donc on a le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, et ainsi de suite. Dans le cadre de l'Anthropocène, c'est une ère géologique qui n'est pas validée par la communauté des géologues à l'heure actuelle, car on n'arrive pas à trouver un marqueur qu'on retrouverait dans les roches fossiles. Donc il y a un vaste débat. À l'heure actuelle, ce comité il s'intéresse en particulier sur la pollution chimique, ce qu'ils appellent les nouvelles entités, car ce sont des marqueurs, des proxys qu'on pourrait retrouver dans ces stratigraphies. Alors la pollution chimique, elle est vaste, on a des polluants organiques, inorganiques, des polluants émergents. Et dans le cadre de ce projet, je veux questionner l'un de ces micropolluants qui serait atemporel, qui ne serait pas dédié, associé à une période précise de l'histoire des activités humaines. En l'occurrence, ce sont les éléments traces métalliques, et notamment le plomb, qui a été utilisé depuis environ 10 millénaires jusqu'à notre période contemporaine. C'est donc un marqueur atemporel pour venir questionner l'Anthropocène sur la longue durée, et donc l'existence ou non d'un paléo-anthropocène. Alors pour ça, on a commencé à comparer un petit peu les données dans la littérature, avec deux graphes ici, notamment la pollution au plomb piégée dans les glaces du Groenland. Donc c'est une pollution, on va dire, d'une envergure continentale à hémisphérique. Et ensuite, on va comparer cette contamination atmosphérique avec l'évolution de l'anthropisation des sols à partir d'une compilation des données archéologiques à l'échelle globale. On va comparer un niveau d'analyse spatiale identique. Ici c'est du global, ici c'est de l'hémisphérique. Ce sont deux courbes qui se comparent. Globalement, c'est deux études, indépendamment de mes interprétations que je peux en déduire, en déduisent un point de départ à la fois de l'anthropisation des milieux, mais également de la contamination de l'atmosphère par le plomb au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on voit qu'on a une inflexion de la courbe pour l'anthropisation des milieux naturels, notamment dans le bleu. On a une rupture de pente dans le bleu qui correspond à un type d'occupation particulier, qui est celui du développement des centres urbains. Donc là, on va se demander, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une relation entre, d'un côté, l'exploitation minière, qui est à l'origine de la contamination atmosphérique, une demande en ressources métallifères, avec celle du développement des centres urbains. Donc l'idée du projet, c'est l'existence d'une boucle de rétroaction positive qui est symbolisée par ce petit schéma où le développement des villes nécessiterait une demande en minerais métallifères pour différentes raisons, et notamment des travaux que j'ai pu mener précédemment sur l'usage des canalisations en plomb dans des villes romaines nécessitaient une forte demande d'extraction de plomb, mais également pour le système monétaire avec l'argent. Donc du coup, il nous faut des territoires
pour s'approvisionner, notamment sur cette ressource métallifère. Donc, qui dit territoire dit expansion, conquête, colonisation. Et ensuite, le développement de réseaux commerciaux pour connecter à la fois les centres de production aux centres de consommation. Entre les deux, on tire un trait et on est sur un échange commercial. Et on sait que les échanges commerciaux favorisent le développement des villes. On aurait ici une boucle de rétroaction positive qui permettrait de faire le lien entre ces deux schémas. C'est un petit peu l'origine conceptuelle du projet PCR Anthropotrace. Donc l'idée est de questionner, d'observer l'émergence puis la dynamique de développement des villes sur la longue durée au cours des 3 derniers millénaires et en partant du prisme que les villes sont un organisme vivant. C'est la notion de métabolisme urbain nécessitant à la fois des flux entrants de matière et d'énergie mais également des flux sortants de contaminants. L'idée est de travailler sur la matière et d'énergie, il y en a tout un panel. L'idée est de travailler sur des énergies, des nécessités qui sont valables aussi bien au début du 1er millénaire avant Jésus-Christ qu'à aujourd'hui. Donc l'idée c'est de travailler sur la ressource métallifère et sur les flux d'eau. Donc l'idée du projet c'est d'essayer d'évaluer, d'estimer, peut-être pas des flux, mais au moins la dynamique sur le long terme des flux entrants de minerais métallifères dans les systèmes urbains et de l'eau, et de voir en sortie les conséquences du développement de la ville sur à la fois l'environnement, avec l'étude des paléopollutions, et sur la santé humaine des populations passées. La chronologie du projet, elle porte donc sur les 3 derniers millénaires, les 2 à 3 derniers millénaires, l'Antiquité à la période contemporaine, autour du bassin du Rhône, dans le corridor rhodanien, avec plusieurs villes, Lyon, Vienne, Arles et Narbonne. Narbonne n'est pas dans le bassin du Rhône, mais il y a des liens historico-culturels qui favorisent son intégration dans le projet. L'idée du projet, c'est donc de travailler sur ces 4 villes, d'aller chercher des archives environnementales, notamment fluviatiles, par des carottages, à la fois à l'amont et à l'aval des centres urbains, mais également aller chercher une archive de type atmosphérique. Atmosphérique pour aller observer les contaminations associées à l'extraction potentielle de minerais métallifères. Alors ce projet, du coup, il y a plusieurs disciplines qui y sont associées, je ne les ai pas citées, mais il y a à la fois de l'archéologie minière, donc à documenter les sources potentielles d'extraction locale, c'est-à-dire à l'échelle du bassin du Rhône. On a de la chimie environnementale, de la géoarchéologie, de l'histoire et même de la médecine, j'y reviendrai un petit peu plus tard, et aussi de l'hydrologie et de l'hydraulique. Ce programme donc, qui regroupe environ une vingtaine de personnes, chacun associé à son champ disciplinaire. Il regroupe 8 établissements, une fédération de recherche avec la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 3 établissements publics à caractère scientifique et technologique avec le CNRS, INRAE et l'IRD, 11 laboratoires, 2 bureaux d'études et une plateforme technologique, la plateforme OMEA, dans laquelle sont réalisées notamment les analyses sédimentologiques. On travaille notamment avec des bureaux d'études qui exercent des fouilles d'archéologie préventive et qui nous permettent de recueillir suffisamment de matériel sédimentaire. On a à la fois besoin de carottage, énormément de sédiments, mais aussi des artefacts, des archéomatériaux de type canalisation en plomb, mais aussi des ossements. Donc il faut un réseau relativement large et les contacts, les collaborateurs les plus, on va dire, qui permettent d'acquérir ce matériel sont vraiment les bureaux d'études, donc notamment EVA et Mosaïque. À l'heure actuelle, on tisse des liens, notamment autour d'une thèse, d'une demi-bourse de thèse CIFRE avec EVA. Alors je vais revenir sur un peu des grandes actions autour des 4 work packages. Globalement, on a bien avancé, notamment ce sont les travaux d'Isia Kodjo, une étudiante, qui travaille notamment sur une carotte, celle de la tourbière de la Digonnière, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Vienne, avec l'hypothèse que celle-ci a intégré les pollutions atmosphériques associées à une exploitation minière plombo-argentifère depuis la période romaine. Donc l'idée, c'est qu'elle a développé toute une série d'analyses, à la fois de la SMIR, donc c'est de la spectroscopie infrarouge,
Pourquoi? Parce qu'on va regarder les éléments traces métalliques comme le plomb, l'arsenic, l'antimoine et l'argent, très bien, mais il est indispensable de connaître la composition minéralogique de cette tourbe, sans quoi l'interprétation des proxys et notamment des pollutions pourrait être biaisée. Elle réalise également des analyses en géochimie élémentaire. Je vais pas revenir sur l'interprétation des graphiques, c'est un peu complexe, et ces résultats ils sont un peu frais. Elle utilise plusieurs techniques, notamment des techniques dites non destructives, mais qui présentent certaines limites, notamment au niveau de la précision de la donnée et des limites de détection. Donc dans le cadre de ces travaux, il y a une dimension méthodologique où on va aller comparer ces résultats d'analyse non destructive avec des analyses quantitatives et avec des mesures notamment par spectrométrie de masse. Et là ce sont les travaux de Laura Cholet qu'elle prépare en ce moment, qu'elle réalise en ce moment au laboratoire de géologie de Lyon. Et on va ainsi pouvoir aussi mesurer d'autres éléments dont les concentrations sont extrêmement fines et qui nécessitent une instrumentation un peu plus développée. Alors ensuite, on a aussi travaillé, on commence à travailler sur une carotte issue d'un paléochenal du Rhône, prélevée à l'aval immédiat de la ville de Vienne. Donc ça, c'est une collaboration notamment avec Jean-François Berger dans le cadre de son booster EIR Trajectoire des hydrosystèmes fluviaux du Rhône, et dans lesquels j'espère lire cette fois-ci non pas une pollution atmosphérique, mais une pollution associée au développement de la ville. C'est une hypothèse sur laquelle je me repose, j'essaie de développer, puisque mes travaux à Rome m'ont amené à observer que les pollutions archivées à l'aval de cette ville étaient intimement liées au développement du tissu urbain de la ville. J'espère, à travers cette archive, lire la même chose. Alors ça c'est un petit peu, voilà, ça c'est pour le Work Package 2, c'est identifier, évaluer les flux d'eau entrants. L'idée ici c'est de travailler avec à la fois des archéologues spécialistes des infrastructures hydrauliques, donc là je pense au Grand Aqueduc lyonnais, mais aussi à l'Aqueduc de Arles, avec des hydrauliciens d'INRAE, notamment Jérôme Lecause, afin d'étudier, d'estimer ces volumes d'eau à travers une modélisation unidimensionnelle. Et là on est sur des travaux d'Axel Roman, qui commence tout juste à partir de la mi-mai, qui va commencer son stage de master, avec plusieurs questions associées à ce Work Package 2, sur notamment s'il existe des pertes d'eau entre les sources de captage à l'amont de l'ouvrage jusqu'à la sortie à l'aval. Mais aussi, et ce qui m'intéresse un petit peu plus, dans certains cas, on peut avoir des dépôts carbonatés qui vont venir tapisser le fond maçonné de l'infrastructure hydraulique. Est-ce que ce dépôt carbonaté ne peut pas exercer un effet tampon sur la contamination des eaux? Donc l'intérêt de confronter Lyon, où il n'y a pas, l'aqueduc de Lyon, il n'y a pas forcément ce type de dépôt, et celui de Arles, où il y en a beaucoup, pourra un petit peu répondre à cette question. Alors là, on est sur les travaux, donc sur le Work Package 4, sur les flux de paléopathologie. Ce sont les travaux de Carlos Heredia de l'Université de Grenoble, qui a réalisé à la fois des analyses sur des sédiments, mais aussi sur des ossements, toujours avec la ville de Vienne, où il montre, ça c'est ce graphique-là, qu'il y a une forte contamination au plomb et au mercure dans les populations viennoises au cours de l'Antiquité, à la fois aussi bien pour le 1er siècle après Jésus-Christ qu'au 5e. Très forte concentration, nous normalement devrait être globalement à 0. Cette très forte concentration, on la connaissait déjà dans la littérature. L'originalité de ses travaux, c'est qu'il a confronté la signature isotopique de ces ossements, ici, ce sont les petits carrés bleus, ils ne rendent pas bien, avec la signature isotopique des canalisations en plomb, à la fois donc des canalisations en plomb romaines, issues des villes de Vienne et de Lyon. Et on observe que cette signature est parfaitement similaire. Donc cette forte intoxication au plomb, elle est extrême, est associée au développement de la ville via le développement des canalisations en plomb et donc du système de drainage nécessaire au développement de la ville. Et pour aller au bout du raisonnement, toujours sur ces mêmes échantillons d'ossements, il a mesuré les compositions isotopiques du plomb, du cuivre, qui est un paramètre de paléocancérogénicité. C'est le graphique qu'on a ici. Tout simplement ici, ce marqueur, lorsqu'on a des valeurs élevées, ce sont les points en noir, on est globalement en bonne santé. Puis dès lors qu'on a une dévaluation des valeurs de l'isotopie du cuivre,
on est en droit de penser qu'il y a une forte contamination et des formes de cancérogénicité qui se mettent en place. Alors là, on a vraiment une intoxication de la population, issue du développement de la ville, qui affecte sensiblement et avec des premières traces de cancer chez les populations romaines. Alors il y a des développements méthodaux à réaliser, notamment avec les hospices civils de Lyon, parce qu'il faudrait changer ces points de référence qui sont des ossements du XVIIe et du XVIIIe siècle par des ossements contemporains, à la fois des ossements de personnes, on va dire, qui sont décédées non pas d'un cancer, et à la fois des personnes décédées d'un cancer. Et on essaie de développer des collaborations avec les hospices civils pour améliorer cette méthode. Et j'en viens aux conclusions. Je vais plutôt rapidement balayer les freins observés. Globalement, c'est l'acquisition d'archéomatériaux dans le cadre de ce projet qui de temps à autre, peut constituer une limite. Je pense notamment aux ossements, car les ossements sont toujours un petit peu sensibles et il faut passer par des autorisations, notamment auprès du service régional en archéologie, et qui ne sont pas forcément délivrés. Or, pour mener une étude robuste, il faut un nombre d'ossements relativement conséquent, mais également une connaissance du contexte archéologique. Donc plusieurs paramètres qui font que on est ici sur une limite. Bon, il y a aussi, encore plus compliqué, l'acquisition d'ossements contemporains. À peu près, par exemple, 1 an et demi que je suis sur le dossier, c'est pas évident, mais ça en vaut la peine, donc on persévère. Et à propos des archives environnementales, comme je l'ai souligné tout à l'heure, on travaille donc avec des bureaux d'études qui vont nous fournir du matériel, et ce matériel il doit répondre à plusieurs conditions de la qualité des sédiments, pour mesurer certains polluants. Il faut plutôt des particules fines. Or, les collaborateurs sont amenés de temps à autre à nous donner du matériel sableux qui ne convient pas. Il faut aussi que ce matériel il soit daté, avec toutes les limites inhérentes aux datations par le radiocarbone. Donc il faut multiplier l'échantillonnage et les carottages pour arriver à des séries chronologiques robustes. Et puis oui, bon, après ça c'est inhérent à tous les projets, hein. Il faut toujours un petit peu de temps et des moyens pour développer ces projets. Voilà, je vous remercie. Peut-être une ou deux questions avant la pause, oui. Moi j'aurais une question, enfin j'en ai deux en fait. Une technique, c'est je ne sais pas comment est-ce que le cuivre peut être un indicateur de cancérogénicité, enfin j'aimerais bien savoir le lien entre les deux. Et puis j'ai une question aussi sur est-ce qu'il y a des moyens par l'archéologie de savoir si les populations de l'époque étaient conscientes de ce risque de maladie et s'il y a des traces d'aménagement ou d'ajustement qui fait qu'elles essayaient justement de... Elles en étaient conscientes, hein. Là il y a un article, un chapitre d'ouvrage récemment qui fait l'état de l'art sur les références historiques à partir de textes anciens sur la connaissance de la contamination au plomb. Ils en ont été parfaitement conscients, mais comme dans nos sociétés modernes, des fois on est un petit peu dépendant de certaines ressources. Donc malgré cette connaissance, on l'utilise. Et notamment pour des vertus médicales, c'est ça qui est assez drôle là. Mais oui, ils en étaient conscients, mais pas. Ils avaient une connaissance de l'intoxication, mais pas à un point de manière aussi approfondie que nos sociétés actuelles. Après, pour l'isotopique du cuivre, le cuivre, on a tous des éléments chimiques dans notre organisme, notamment le cuivre, et quand on a un cancer, on va avoir un fractionnement de la composition isotopique. Donc, je ne sais plus si c'est l'isotope 65 ou 63, il va y avoir un déséquilibre physiologique qui va entraîner du coup une diminution du rapport. Là, on travaille avec des spécialistes en géomédecine. Je pourrais te montrer une présentation où elle montre exactement comment ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer plus dans ces détails techniques.